Salut tout le monde, c'est Hélène. Changement de camp vous raconte des histoires qui vous laissent sans voix. Si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous, et c'est parti. Maman se tenait dans l'embrasure de ma porte, un trousseau de clés à la main que je n'avais jamais vu. Argentées, toutes neuves, encore accrochées à leur petit carton de la quincaillerie. Il était 11h47, un samedi. Je portais un pantalon de pyjama et un vieux sweat de fac. J'en étais à la moitié de mon deuxième café. Ta sœur emménage demain. Pas de bonjour. Pas d'introduction. Juste cette phrase plate, comme si elle m'annonçait un rendez-vous chez le dentiste. Je la fixai. Emménage où? Ici. Elle fit un vague geste vers mon salon. Le salon vert sauge que j'avais peint 3 ans plus tôt. Les étagères encastrées que j'avais installées moi-même. Le parquet que j'avais rénové. On a déjà transféré l'acte. Brigitte a besoin d'un endroit stable pour se remettre sur pied. Ma tasse devint soudain lourde dans ma main. La maison où je vis depuis 10 ans? Papa apparut derrière elle, les mains dans les poches. Cette expression que j'avais appris à décoder à 7 ans, un mélange d'ennui et d'agacement, comme si je compliquais les choses inutilement. On a payé l'apport, Nathalie. Techniquement, c'est notre maison. On te prévient par courtoisie. Je posai la tasse sur le plan de travail. Mes mains ne tremblaient pas encore. Mais ça viendrait. L'apport que j'ai économisé pendant 3 ans. Il éclata de rire. Vraiment? Tu avais 22 ans. Tu n'avais pas ce genre d'argent. Je me rendis dans mon bureau, la deuxième chambre transformée avec des étagères sur mesure et un bureau réglable. J'ouvris mon application bancaire, remontée jusqu'en 2014 et leur tendis l'écran. Virement de 150 000 €, le 15 mars 2014. Exactement le montant de l'apport. Provenant de mon compte d'héritage. Le visage de maman se crispa un instant. Une émotion que je ne parvenais pas à identifier. Papa haussa les épaules. Ce compte n'existe plus, ma chérie. On a tout regroupé il y a 5 ans. Tu as signé. J'ai signé pour vous ajouter en co-signataire en cas d'urgence. Pas pour. Peu importe, coupa-t-il en regardant sa montre. L'acte est enregistré à la mairie. Brigitte récupère le camion de location demain à 9h. On te laisse jusqu'à mercredi pour prendre l'essentiel. Ta mère t'a trouvé un studio sympa à Villeneuve-les-Rives. 1200 € par mois. Très raisonnable. Ils partirent. Ils sortirent de ma maison comme s'ils venaient de livrer un colis. Je restai immobile pendant 47 minutes. Je le sais parce que je fixais l'horloge de la cuisine. À 12h34, j'appelai Marc Chenu, expert comptable judiciaire avec qui j'avais travaillé sur un dossier de fraude à l'hôpital. J'étais auditrice en conformité pour un groupement hospitalier régional. Les gens sous-estimaient ce que cela signifiait. Ils entendaient auditrice et imaginaient quelqu'un qui coche des cases. Ils ignoraient que je passais 40 heures par semaine à traquer de l'argent qui voulait disparaître. Marc, j'ai besoin que tu examines quelque chose. Situation familiale. Je paie ton tarif plein. Il arriva l'après-midi même avec son ordinateur portable et un scanner. Je lui donnai tout, relevé bancaire sur 15 ans, acte de propriété, document du regroupement effectué par mes parents, déclaration fiscale. Tout ce que je gardais dans le coffre ignifuge de mon placard. 3 heures plus tard, il leva les yeux. Ce compte d'héritage? D'où vient exactement cet argent? De ma grand-mère. Elle est décédée en 2012. Elle m'a tout légué parce que mes parents. Je m'interrompis. Elle ne leur faisait pas confiance pour l'argent. Son notaire a ouvert le compte et m'a garanti l'accès exclusif jusqu'à mes 25 ans. Marc resta silencieux un long moment. Nathalie, ce compte a été ouvert en 2011. 1 an avant le décès de ta grand-mère. C'est impossible. Le premier dépôt, 850 000 €. Provenant d'une société appelée Solutions Immobilières Nordrive. Ça te dit quelque chose? Non. Il continua à fouiller. À 20h, il ne parlait plus. Il cliquait, prenait des notes. À 21h43, il leva vers moi un regard que je ne lui avais jamais vu. Je dois passer un appel. Ne dis rien à tes parents. N'appelle personne. Tu peux dormir ailleurs ce soir? Marc, qu'est-ce que tu as trouvé? J'appelle la police judiciaire. L'agente arriva le dimanche à 7h15. Elle s'appelait Diane Rivière. Environ 45 ans. Jean sombre, veste élégante. 3 autres personnes l'accompagnaient. Ils me montrèrent leurs cartes officielles. Des vraies. À l'hôpital, j'en avais vu des fausses. Mademoiselle est, dit-elle. Quelque chose se glaça dans ma poitrine à la façon dont elle prononça mon nom. Pouvons-nous entrer? Nous nous installâmes dans mon salon vert sauge.
Elle ouvrit une tablette et me montra une photo. Reconnaissez-vous cet article? Une coupure de journal de 1992. Un petit garçon d'environ 3 ans souriait à l'objectif. Titre: Les recherches se poursuivent pour retrouver le petit Noé est disparu. Je ne comprends pas. Vos parents, Pierre et Caroline. Savez-vous où ils vivaient en août 1992? À Montreval. Je crois que mon père travaillait dans le bâtiment. Pourquoi? Noé a été enlevé dans une aire de jeu à Montreval le 14 août 1992. Ses parents biologiques, Michel et Thérèse, aucun lien avec vos parents adoptifs, ont été informés qu'ils s'étaient éloignés pendant que Thérèse aidait sa fille aînée sur les barres de jeu. Des témoins ont déclaré avoir vu une femme correspondant au signalement de ma mère parler avec Noé près des balançoires, 15 minutes avant sa disparition. La pièce sembla basculer. Je m'agrippai à l'accoudoir du canapé. L'agente Diane Rivière poursuivit, voix calme, professionnelle. En 2011, Michel et Thérèse ont reçu un contact anonyme. Quelqu'un prétendait avoir des informations sur Noé. On leur a affirmé qu'il était vivant, placé sous protection par des personnes estimant la famille inapte. La personne exigeait 850 000 € en échange de sa localisation et de son retour sain et sauf. La famille a tout liquidé. Économie. Retraite. Indemnisation liée à l'accident de Thérèse. Prêts familiaux. Ils ont payé. L'adresse fournie se trouvait en Oregon. Maison abandonnée. Aucun enfant. L'enquête n'a rien donné. L'argent avait transité par des sociétés écrans et des comptes offshore, jusqu'à vendredi, lorsque Marc Chenu nous a contactés à propos d'anomalies sur un compte d'héritage. La trace financière menait directement à cette rançon. Je ne respirais plus. Vous êtes en train de dire que vos parents vous ont enlevé en 1992. Ils ont changé votre nom, déménagé fréquemment les premières années, puis se sont installés durablement en Arizona en 1997, pensant que le temps avait effacé les soupçons. En 2011, ils ont extorqué vos parents biologiques en se faisant passer pour des intermédiaires. L'argent a été placé sur un compte à votre nom, probablement pour couper le lien direct avec eux. Quand vous avez eu besoin d'un apport pour cette maison à 22 ans, ils vous ont laissé y accéder. Ils pensaient que la piste était trop ancienne pour être retracée. Mes parents biologiques. Les mots sonnaient faux. Tous les biens acquis avec cet argent, dit-elle doucement, sont considérés comme produits d'un crime fédéral. Cette maison. Leur résidence actuelle. Leur voiture. Tout. Elle marqua une pause. Hier, en transférant l'acte de cette maison, achetée avec l'argent de la rançon, à votre sœur, ils ont commis fraude électronique, blanchiment et transport interétatique de biens volés, en plus de l'enlèvement et de l'extorsion. La rencontre. J'ai rencontré mes parents biologiques un mardi. Salle de réunion du bureau régional de la police judiciaire. Terrain neutre. Thérèse est ma mère. Je devais me le répéter. Elle avait 61 ans. Elle avait mes yeux. Marron foncé. Légèrement tombant au coin. Michel avait 64 ans. Cheveux gris. Les mains tremblantes. On n'a jamais cessé de chercher, dit Thérèse. Chaque anniversaire, chaque Noël, on allumait une bougie, en se demandant si tu. Elle ne termina pas. J'appris que j'avais une sœur. Anne. 35 ans. Professeure de biologie dans un lycée à Montreval. Elle avait 5 ans quand j'ai disparu. Assez grande pour se souvenir. Dans une lettre que la police m'a remise, elle avait écrit. Tu m'appelais Anne Banane. J'ai toujours ton éléphant en peluche. Celui que tu appelais Cacahuète. Je ne me souvenais de rien. Je me souvenais de Pierre et Caroline. D'une enfance où l'on me disait difficile, ingrate, incapable d'apprécier leur sacrifice. Je me souvenais de la naissance de Brigitte, quand j'avais 8 ans. Tout avait changé. Je suis devenu le problème. Elle, le miracle. Le grand livre invisible. Tenir un registre m'est venu naturellement. Des années d'audit m'avaient appris à tout documenter. Je me suis assise et j'ai listé. Coût financier. 47 000 €, prêt à Pierre pour son entreprise de bâtiment, 2015-2018. Jamais remboursé. 23 500 €, cure de désintoxication de Brigitte, 2019. La famille s'entraide. 8 900 €, soins dentaires de Caroline, 2020. Elle disait que l'assurance refusait. Elle n'avait jamais fait la demande. 31 000 €, voiture de Brigitte, frais d'inscription en IUT, elle a tenu un semestre, caution de 3 appartements dont elle a été expulsée. 12 000 €, urgence qui n'en était pas. Vacances. Électroménager neuf.
Un bateau que Pierre a utilisé 2 fois. Total, 122 400 €. Mais l'argent n'était qu'une colonne de chiffres. Cœur brisé, coup émotionnel. Chaque dîner où l'on me présentait. Nathalie travaille dans la santé. Et Brigitte? Notre artiste. Elle cherche encore sa voie. Rater ma cérémonie de promotion à l'hôpital parce que Caroline avait besoin d'un chauffeur pour un banal rendez-vous médical. Brigitte était à la maison, sans emploi, mais elle ne comprend pas les choses médicales comme toi. Être qualifiée de froide et analytique quand je demandais pourquoi Brigitte méritait une 3e chance après m'avoir volé. Le jour où Pierre a dit à ses amis. Elle est intelligente dans les livres, mais pas avec les gens. J'étais là. Sablier avec sable qui s'écoule, coup d'opportunité. Refuser un poste à Nantes parce que la santé de ton père décline. Il a vécu 8 ans de plus en parfaite santé. Ne pas postuler au poste de directrice parce que ça ferait mal à Brigitte qui n'a pas encore trouvé sa voie. Mettre fin à une relation parce que mon compagnon ne comprenait pas pourquoi je renflouais toujours ma famille. Il t'utilise, m'avait-il dit. J'avais choisi. J'avais choisi les personnes qui m'avaient volé. Qui avaient extorqué mes vrais parents. Qui avaient tenté de me voler ma maison pour la donner à ma fausse sœur. Le terme psychologique que la psychologue de la police a employé était « cruauté normalisée ». Ils avaient créé un environnement où l'exploitation ressemblait à de l'amour. Où obéir était une question de survie. La psychologue de la police m'avait expliqué. Ils utilisaient le renforcement intermittent. Des élans de gentillesse occasionnels pour entretenir l'espoir qu'ils changeraient. Ils m'avaient assigné au rôle de sauveuse familiale. Chaque fois que je les aidais, j'investissais dans le récit qu'un jour, ils reconnaîtraient ma valeur. Épargnez-moi la manipulation, ai-je répondu. Elle hocha la tête. Vous travaillez en conformité hospitalière. Vous avez passé votre carrière à débusquer la fraude, à suivre l'argent qui voulait disparaître, à protéger les systèmes contre l'exploitation, et vous n'avez pas vu ce qui se passait dans votre propre vie. Si, dis-je doucement. Je le voyais. J'espérais juste me tromper. L'arrestation. La phase judiciaire a été plus rapide que prévu. L'enquête durait depuis des années. Michel et Thérèse n'avaient jamais cessé de pousser. La tentative de mes parents de transférer l'acte a été la pièce finale. L'agente Diane Rivière m'a appelé un jeudi matin. Les mandats sont exécutés aujourd'hui. Vous devriez éviter d'être chez vous quand cela deviendra public. Je suis allé à l'hôpital et me suis plongé dans un audit complexe des coûts du matériel chirurgical. À 14h37, mon téléphone a commencé à vibrer. Je l'ai ignoré. À 16h, 63 appels manqués. L'info est tombée en ligne. Couple local arrêté dans une affaire d'enlèvement non élucidée de 1992. Escroquerie à la rançon révélée. Des parents extorquaient la famille biologique de leur fille enlevée. Le téléphone a sonné de nouveau. Numéro inconnu. J'ai répondu. Petite ingrate. La voix de Caroline est, aiguë, tranchante. On t'a élevé. On t'a tout donné. Et tu nous laisses nous faire arrêter? Vous avez essayé de me voler ma maison. On aidait Brigitte. Tu as toujours été égoïste, Nathalie. Toujours à tout ramener à toi. Nous sommes tes parents. On mérite. Vous m'avez enlevé. Vous avez détruit la vie de mes parents biologiques. Vous leur avez extorqué près d'1 million d'euros. Puis vous avez utilisé cet argent pour m'acheter une maison. Pour que, le jour où j'y accéderai, ce soit moi qui sois lié au crime. Vous m'avez rendu complice sans que je le sache. Silence. Le parquet parle de 20 à 30 ans de prison fédérale. Pierre a 62 ans. Il mourra en détention. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une simple équation. On t'aimait, murmura-t-elle. On ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand on t'a vu sur cette aire de jeu, tu avais l'air si seul. On t'a donné une vie meilleure. Vous m'avez volé ma vie. Vous m'avez transformé en instrument d'extorsion. Puis vous avez tenté de me prendre la seule chose que j'ai construite pour moi, pour la donner à la fille que vous vouliez vraiment. J'ai raccroché. L'appel de Brigitte. Brigitte a appelé 6 heures plus tard. 3h47 du matin. J'étais réveillée, fixant le plafond de ma chambre. La chambre qui était de nouveau légalement à moi. La police avait confirmé que la maison avait été achetée avec des fonds criminels. Mais j'étais la victime, pas l'auteur. La saisie ne s'appliquait pas à ma résidence. Je ne savais pas, sanglotait-elle. Nathalie, je te jure. Ils m'ont dit que c'était leur maison qu'ils te la prêtaient et que maintenant j'en avais besoin. Et les prêts que j'ai faits à papa? La cure que j'ai payée? La voiture? Ce n'est pas pareil. C'est la famille qui s'entraide.
Tu t'es déjà demandé pourquoi ça allait toujours dans le même sens? Pourquoi c'était toujours moi qui aidais? Silence. Il me traitait de froide, d'analytique, d'égoïste. Il faisait de toi l'artiste libre, l'âme créative, celle qui mérite du soutien. Et moi la stable, l'ennuyeuse, celle qui existe pour fournir des ressources. Tu sais comment ça s'appelle, Brigitte? Enfant bouc émissaire et enfant doré. Structure familiale narcissique classique. On m'a assigné le rôle de pourvoyeuse. On t'a assigné celui de bénéficiaire. Et aucune de nous n'a remis ça en question parce que c'était comme ça chez nous. Je ne peux pas les perdre, murmura-t-elle. Ce sont mes parents. Ce sont des ravisseurs. Et tu as 30 ans. Tu peux travailler. J'ai raccroché. Le procès. Le procès a duré 14 mois. Je n'ai assisté qu'aux audiences indispensables. J'ai fourni les documents. Confirmé les dates. Regardez Pierre et Caroline est assis dans le box revenaient à me soumettre volontairement à une torture psychologique. Brigitte n'a pas été poursuivie. Elle avait reçu l'acte en tant que bénéficiaire, sans preuve suffisante de sa participation à la falsification. Elle a intégré un programme de logement social départemental en mars. C'est moi qui lui ai envoyé le dossier d'inscription. 6 mois plus tard. 6 mois se sont écoulés depuis l'alerte de 2h47 du matin. Le 445, avenue des Chênes est toujours à mon nom. Titre clair. Aucun privilège. Les tomates ont repoussé cet été. Et j'ai enfin commencé la rénovation de la cuisine que je repoussais depuis 2 ans. Mes parents et moi n'avons plus aucun contact. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une punition jouée pour un public. C'est simplement la représentation exacte d'une relation qui, examinée avec lucidité, s'est révélée extractive depuis le début. Il n'existe aucune version de la réconciliation qui puisse intégrer la falsification délibérée de ma signature, le vol de mon bien le plus important, les 19 mois de loyer pris en charge et jamais reconnus, les 9 années du registre fantôme. L'équation ne mène à aucun résultat dans lequel j'ai envie de vivre. La seule qui a appelé. Le mois dernier, ma tante Rosa, la sœur de ma mère, m'a appelé. La seule membre de la famille élargie à m'avoir contacté sans arrière-pensée. Elle a dit qu'elle était désolée. Qu'elle avait vu, pendant des années, mes parents me traiter différemment. Qu'elle s'était dit que ce n'était pas sa place d'intervenir. Ce n'est pas grave, lui ai-je répondu. Puis, parce que c'était elle qui m'avait appris à préparer les tamales de ma grand-mère, qui m'avait conduite à mon premier examen d'entrée au barreau, et qui, de mémoire, ne m'avait jamais rien demandé. Tu pourras venir voir la maison si tu veux. Le jardin se porte bien. Elle viendra dîner en octobre. Froide. Calculatrice. Depuis 6 mois que cette histoire circule, apparemment parce que les gens ont besoin de la partager, on m'a qualifiée de froide. De calculatrice. D'avoir géré ma famille au lieu de ressentir. Je veux être précise. Parce que la précision, c'est ce que j'ai. J'ai ressenti. Je me suis assise dans mon bureau à 3 heures du matin, l'acte falsifié affiché à l'écran, et j'ai ressenti chaque année. Le dîner de remise de diplôme. La carte de réussite au barreau. Les loyers absorbés. Les fonds détournés. Les 19 mois où ma stabilité a été traitée comme une ressource exploitable. Je l'ai ressenti entièrement. Je me suis donné jusqu'à 4 heures du matin pour le ressentir. Puis j'ai ouvert l'entête de la lettre. Ce n'est pas de la froideur. C'est la décision, prise en silence et sans annonce, que les personnes les plus entraînées à minimiser votre douleur n'ont pas le droit d'assister à sa mise en scène. Ils voulaient ma maison. Ils ne l'ont pas eue. À la place, ils ont récolté les conséquences d'avoir sous-estimé ce que peut faire une fille discrète avec 11 ans de documentation et une connaissance solide du droit des fraudes immobilières. Je ne leur ai jamais dit que j'étais dangereuse. Je n'en avais pas besoin. To be fair, I was simply remoistening the towel. I knew it was coming. I knew it was coming as soon as I made a face. As soon as I made it. Listen. Okay, you know what? My ass has gotten so big that if you put a drink on it, it would walk away with me. So it needs just a little bit less. Just a little bit less. It's gonna be fine. Zombies, please. That's fair. So, I will tell you about my day yesterday while I'm doing this before I get the mayo. So yesterday was my youngest's 14th birthday. It needs to stay its beautiful self. It's fine.
Like, trust me, I still have an ass when I'm not fat. Like, it's still there. It's still there. It just, the shelf part just needs to go. It just needs to go. But yes, take that brain break, Cups. I love you. Thank you, thank you, thank you. Can we at least get some jump scare clip? Yes, I hope so. I would like to have more than just, oh, Cass said something sus again. I'm starting to run out of current content that isn't sexual to post. How are you feeling with your youngest getting older? Oh, Anne, you'd think that I'd be used to it by now since I've done the 14 with two other kids. I get 27 and 25. You think that I would be like, oh, this is a piece of cake. I know how to do this. I'm still like, this is my baby. My baby is what it is. Okay. Okay. Ren, I would ask that you not try to redirect attention to another spot like that. It hits different when it's your youngest. I don't know if it's that, because part of me is excited just the same way she's excited to be a little bit older and being ready to do, you know, the high school thing. That's this fall. But like, I don't think she's quite ready for a lot of things. And I think I hope that I've taught her that it's, you know, it's good to not rush. That it's good to not rush, you know, because you're only a kid for what, 20 years? Yes, jump scares and other nonsense clips for short form content. The one we had with the Banshee the other day was absolutely phenomenal. Where you were the target and I could watch the hunting ghost run around and not get killed. Like, that was great. When we can do stuff like that, it's fantastic. But yesterday we did have a big day. We went to the pancake house and I tried a souffle omelet for the first time. And she had these griddle cakes, which are really banana bread batter made into cakes with caramel sauce. She said it was awesome. And this souffle omelet, oh my God, I don't know how they did it. I don't know how they do it. And I don't think I could do it myself. But I think that's the only way I ever want to eat an omelet ever again. I'm pretty sure that's the only way I will ever want to eat an omelet again. And they put, like, it's round like this, and it's got the fillings that I asked for, and it's plenty of cheese and stuff, and it's set on hash browns. And you can say no hash browns, but like, you never want a rolled omelet ever again. It's amazing. It's insane. Oh, Anne, I'm so sorry your health's not doing very well. No Dutch baby yet. I mean, I guess it kind of is like a Dutch baby pancake, just with eggs. Glitch, thanks for checking in. I hope you're doing well. But, you know, it was so... Hello there. Hi, Borb Coral. Hash browns are delicious. They were great with the food, but there was just so much food. And I had leftovers of it this morning, but it was great. And then we went to the Mall of America where, let's see, what did we start with? We started with Sephora. So she wanted to go to Sephora. So we went to Sephora. She got full face of makeup. She even got to try, she even had a professional show her how to do with the liner and the lip color. And she wanted concealer and foundation and contour. She wanted everything. So she did. And then I got some things. In fact, I'm wearing something now. I finally, one of the things is the stuff that goes viral online, Sephora has in store now. So I tried the Kulfi lip oil that's trending all over the place. That's advertised everywhere and has like wildly mixed reviews, right? Wildly mixed reviews. Like, it doesn't do anything. It doesn't stay put or anything. I brushed my teeth with this shit on. Because I was like, ooh, it's pretty. And then went, ugh, my teeth feel nasty. I brushed my teeth with this on. And it's still there. And it's not, I mean, it's like, it's still moisturizing. So I was like, okay.
I like that better than I thought I would. So I did get a couple of things too, but we got a bunch of things for her. And then we got a little treat, and we went to Barnes and Noble, and she found some sci-fi books that she wanted. And of course I did a book haul. I even did that video. It's so good to see you, Boop Girl. Hi, Jessica. How are you doing? How's the con prep? How's it going over there? How are you doing? Are you actively engaged in that at the moment? And then after that, we sat down. We were like, okay, what are we gonna do? We put our bags in the car, and then we went back in, and we got her some new boots and some new shoes, and I got a pair of new boots too. And then we went to Hot Topic, and she got some new stuff that she's really excited about. And then we went to Bath and Body Works, where she got some candles and some lavender stuff for like when she takes a shower at night. So we've got this right here, and let me get Starry's name on one of these. It's pretty. Do you live in the Twin Cities? I do live in the Twin Cities. So we spent like all day at the Mall of America, and then later tonight / tomorrow before stream, we're getting her a new PC and a new desk chair, because she has demolished the seat cushion so badly for trying to stick her feet up on there. Mama Cass, but I don't post her. What do you mean? What do you mean? What do you mean a poster? You do too? Ooh, we're just gonna have to like meet for coffee and pancakes sometime, or a drink, or go to a bar that has arcade games. Like, she put her feet up, and this was a desk chair as opposed to a gaming chair. So she hit the heel of her foot when she sits like a gremlin, hit the seam, and it just like, I mean, a poster, Mom. I understand that, but I mean, like, what do you mean? Like, I'm in St. Paul. Oh, okay. Yeah, because there's the up down, and there's the lit pinball bar. I want to go to that one. If I can't create a shrine of all my hot streamer friends, what is even the point of living? But you're zombies. The Edgar Allan Poe Speakeasy pop-up happens on May 1st. So that hasn't happened yet. That happens on May 1st. I got a sticker. There we go. Starry Eyes is right there. Right there. Thank you, Starry. Thank you. You're so sweet. I'm not gotten to that one, but the other one I have. Yeah. I'm going back to the Up Down next weekend. Hello there. Hello. Hi, Jessica. Because I've got a friend coming in from the Pacific Northwest, and so those of us who live in the area, we're meeting up with her, and it's going to be a lot of fun, and we miss her, and it's going to be great. And I'm probably going to end up taking an Uber, because that particular bar has the most delicious seltzers. So your girl's gonna get a little toasty. Oh, my son is headed home. Okay, good. Yay. We found out there's more issues with his car, and it's frustrating me because we don't know how this very important thing got missed in the pre-inspection, but it did, and now we might be crying in $3,500 in repairs. I need to go that for my dad. He loved Edgar Allan Poe. This pop-up is in St. Paul, so you should totally look it up and see if they have any more. It's just for 2 days, so I don't know if they still have tickets or not, but definitely did. Jessica, thank you for the check-in. For some reason I thought it was in March. Oh yeah, no, I did book it. I booked it in March. But